J'ai découvert que ma femme s'était trouvée un amant riche, très riche même, et qu'elle préparait sa sortie avec une précision de déménageur fiscal. Ce qu'elle ignorait, c'est que je ne suis pas le genre d'homme à crier dans une cuisine avant de finir seul avec une cafetière. Et des regrets, moi, je prends des notes. Tout a commencé avec des détails ridicules. Comme toujours, les grandes trahisons arrivent rarement avec une fanfare. Elles entrent par la petite porte, en basket blanche et avec un faux sourire. Claire rentrait plus tard, parlait moins, posait son téléphone écran contre la table comme si c'était un lingot, et avait soudain redécouvert le concept de j'ai besoin d'espace, formule française très élégante pour dire j'ai déjà réservé une autre version de ma vie. Nous vivions à Lyon, dans un bel appartement vers Montplaisir. Rien d'ostentatoire, mais assez confortable pour que les voisins du syndic aient toujours un avis sur tout. Moi, j'avais mon atelier de restauration de mobilier à la Croix-Rousse. Du bois, de la colle, des factures, une vie simple, propre, construite à la main. Elle travaillait dans la communication pour un groupe d'événementiel, tailleur sobre, sourire calibré, batterie externe dans le sac et talent remarquable pour transformer une banalité en présentation PowerPoint. Au début, j'ai voulu croire à la fatigue, à la pression, à une période. Les gens mariés adorent appeler une période ce qu'ils n'ont pas le courage de nommer. Puis il y a eu les petits mensonges. Je mange avec l'équipe, alors qu'elle revenait avec l'odeur d'un parfum masculin qui n'avait rien à voir avec une cantine. Je dois passer à Paris la semaine prochaine, alors que j'avais vu un billet de TER pour Dijon dépassant de sa pochette. Mon portable n'a plus de batterie. Évidemment, son portable n'avait plus de batterie uniquement entre 20h et minuit. Un appareil très sélectif, une nuit, vers 1h du matin. Elle est rentrée avec 47 minutes de retard sur son mensonge précédent. J'étais encore réveillé, assis au salon, un devis sur les genoux. Elle m'a embrassé le front, comme on donne une obole à un mendiant imaginaire. Puis, elle a filé dans la salle de bain, avec son sac. J'ai entendu le verrou, l'eau, le silence étudié. Cette manière de respirer, quand on pense qu'on joue bien la comédie. Je ne suis pas jaloux par nature. La jalousie fatigue. Elle donne mauvaise mine et pousse les gens à faire des choses absurdes. Fouiller un téléphone, hurler sur un parking, citer des messages imprimés. Très peu pour moi. Mais 2 jours plus tard, je cherchais un Doliprane dans son grand cabas noir, parce que j'avais un mal de tête carabiné, et ma main est tombée sur une petite boîte crème, lourde, enveloppée dans un papier de soie, avec un ruban bordeaux. Ce n'était pas une boîte de pharmacie, à moins qu'on ait commencé à prescrire des bracelets chez Cartier. J'ai ouvert, calmement, à l'intérieur, un bracelet fin, discret, très cher, et une carte. 3 mots seulement. Pour nos jeudis. S. Là, j'ai presque souri. Pas de rage, pas de tremblement. Juste cette sensation nette qu'un puzzle venait enfin de montrer son image. Ma femme avait un homme. Cet homme avait de l'argent, et tous les deux me prenaient pour un figurant dans ma propre maison. Le plus insultant n'était même pas la liaison, c'était l'amateurisme de leur vanité. Les riches ont souvent cette faiblesse. Ils croient que le prix remplace l'intelligence. Le soir même, Claire a remarqué que la boîte n'était plus à la même place dans son sac. Elle n'a rien dit, mais à table, elle a renversé son verre d'eau. Sa main a tremblé une demi-seconde. Assez pour moi, pas assez pour un tribunal. J'ai alors commencé à regarder vraiment les tickets de carte bleue, les horaires, les prétextes, les absences, les changements minuscules. J'ai découvert qu'elle se maquillait dans l'ascenseur en descendant, grâce au miroir du palier. Qu'elle avait repris un abonnement premium sur WhatsApp Business pour son travail et qu'elle verrouillait maintenant même ses notes. Les gens qui mentent protègent jusqu'à leur liste de courses. Pendant 1 semaine, je n'ai rien dit. J'ai observé, j'ai rangé, j'ai souri quand il fallait. Je lui ai servi le café. Je lui ai demandé si sa mère allait mieux. J'ai même accepté un dîner chez ses amis à Villeurbanne, où elle a joué l'épouse impeccable avec une maîtrise si parfaite que j'ai eu envie de l'applaudir, à défaut de l'aimer encore. Sur le chemin du retour, dans le métro D, elle s'est endormie contre la vitre, et son téléphone a vibré. Un message s'est affiché sur l'écran verrouillé. Jeudi,
Même suite, cette fois sans excuse. Signé simplement Stéphane. Je connaissais un Stéphane dans son entourage professionnel. Stéphane Delmas, 48 ans, costume bleu nuit, montre qui coûte un scooter, PDG d'un groupe d'hôtellerie de luxe, déjà vu à un cocktail où j'avais eu l'impression de serrer la main d'un homme qui tutoyait les lois comme d'autres tutoient les serveurs. À cet instant, tout s'est remis en place. Les jeudis, les retours tardifs, les déplacements absurdes, le nouveau parfum, l'argent qui semblait circuler autrement, et surtout cette façon qu'avait Claire de me regarder depuis un mois. Non pas avec de la culpabilité, non, avec de l'impatience, comme si j'occupais encore un espace qu'elle avait déjà sous-loué. Je suis descendu à notre station avec elle. J'ai ouvert la porte de l'appartement. J'ai attendu qu'elle retire ses talons. Puis je lui ai demandé, très simplement, « Stéphane, c'est le prénom de ton banquier, où on peut directement gagner du temps. » Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis 10 ans, je l'ai vue sans aucun décor, sans charme, sans récit, juste une femme surprise que le mari ait enfin compris la pièce dans laquelle on l'avait enfermée. Et quand elle a compris à mon regard que je savais déjà plus qu'elle ne l'imaginait, elle a blêmi, puis elle a murmuré une phrase tellement stupide que j'ai su que notre mariage venait officiellement de mourir. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Et moi, j'ai répondu, « Parfait, parce que ce que je crois n'est que le début. » Le lendemain matin, je me suis levé avant elle. J'ai préparé du café, ouvert les volets sur cette lumière grise très lyonnaise qui donne aux trahisons un petit air administratif, puis j'ai posé sur la table 3 choses, la boîte crème, le bracelet et mon alliance. Bien au centre, comme une nature morte pour adultes fatigués, Claire est entrée dans la cuisine en nuisette et en mauvaise foi. Elle a vu la scène, s'est figée, puis a tenté cette vieille technique féminine qui consiste à gagner du temps avec de la dignité froissée. Tu as fouillé dans mes affaires. J'ai remué mon café et j'ai répondu. Oui, et visiblement, j'y ai trouvé davantage de sincérité que dans cette maison. Elle s'est assise sans demander la permission, le visage pâle, mais pas encore défait. Claire n'était pas une femme qui craque vite. C'était une femme qui calcule vite, nuance importante. Elle a d'abord tenté la minimisation. Ce n'est pas sérieux. Puis la victimisation. On allait mal depuis longtemps. Puis l'indignation. Tu n'avais pas le droit. Le petit trio habituel. Très joué, très peu original. Je l'ai laissé dérouler son catalogue, comme on laisse un vendeur de cuisine finir son argumentaire, avant de lui dire qu'on n'achètera rien. Quand elle a compris que je ne levais ni la voix, ni un sourcil, elle a commencé à perdre pied. C'est toujours déstabilisant, pour les gens qui mentent, de ne pas obtenir la scène qu'ils ont répétée. Elle s'attendait à de la colère, à des reproches, peut-être à un verre cassé. Les médiocres adorent les explosions, ça leur donne le rôle principal. Moi, je lui ai juste tendu l'alliance entre 2 doigts. Je te rends ça? Je n'aime pas porter les bijoux sans garantie. Elle m'a regardé comme si je venais de lui gifler l'ego, ce qui, pour être honnête, était plus efficace. Elle a murmuré mon prénom, a voulu dire quelque chose, sans doute une phrase contenant le mot « erreur », ce mot magique qui transforme les mois de mensonges en maladresse de stationnement. Mais je me suis levé avant, j'ai pris ma veste et mon dossier en cuir, celui où je mets d'habitude mes contrats clients, et j'ai dit « À 10 heures, j'ai rendez-vous avec une avocate. À partir de maintenant, tu éviteras de me parler de sentiments. Parlons de faits. C'est plus reposant. » En réalité, je n'avais pas encore d'avocate. Pas à ce moment-là. Mais il y a des phrases qu'on prononce pour ouvrir la journée dans la bonne direction. À 9h20, j'étais devant le cabinet de maître Inès Ramani, dans le 6e arrondissement, recommandé quelques mois plus tôt par un client à qui elle avait sauvé la moitié de son entreprise et la totalité de son calme. Le genre de femme que même les couloirs laissent passer en silence. Tailleur sombre, cheveux relevés, regard précis, pas un gramme de compassion inutile. Quand je lui ai résumé la situation, elle n'a pas pris cet air humide que certains professionnels adoptent dès qu'on parle de mariage qui se fissure. Elle m'a simplement demandé « Vous voulez tourner la page ou vous voulez lire toutes les petites lignes avant de la signer ?» J'ai presque souri. Je veux qu'on lise tout, en noir, en gras, et si possible avec annexe. Là, nous avons commencé, méthodiquement.
Elle m'a demandé les relevés communs, les charges, les comptes, les mouvements inhabituels, les messages accessibles, les dépenses nouvelles. Les preuves d'infidélité n'étaient pas le centre du dossier. Contrairement aux fantasmes des gens, ce qui l'intéressait surtout, c'était l'argent, les transferts, les dissimulations, les projets, les préparatifs. Tout ce qui pouvait montrer une stratégie construite contre mes intérêts. Et plus elle parlait, plus je comprenais que Claire n'avait peut-être pas seulement voulu partir. Elle avait peut-être prévu de me laisser l'addition. En sortant du cabinet, j'ai appelé un ancien camarade de lycée, devenu analyste conformité dans une banque privée. Étienne, un homme discret, chauve depuis 25 ans, donc digne de confiance. Nous avions gardé une amitié simple, faite de déjeuners rares et de messages moqueurs sur les gens trop sûrs d'eux. Je ne lui ai pas demandé l'illégal. Je lui ai demandé ce que les gens oublient en général quand ils se croient malins. Il a ri et m'a dit « Toujours la même chose. Les virements fractionnés, les comptes ouverts dans la précipitation, les contrats d'assurance-vie relus trop tard et les faux prétextes très vrais sur le papier. » 2 jours plus tard, il m'a rappelé, pas pour me donner des documents, il était trop prudent pour ça, mais pour me signaler quelque chose d'utile. Surveille les courriers bancaires, surtout ceux qu'elle fait réexpédier ailleurs, et vérifie s'il n'y a pas eu une ouverture de compte dans une autre enseigne. Certaines personnes préparent leur nouveau départ comme un week-end à Deauville, en oubliant qu'il reste des traces partout. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt. Claire n'était pas là. Sur l'entrée, j'ai trouvé un avis de passage de la poste, pour un recommandé à son nom. Retiré le jour même, dans un bureau du 2e arrondissement. Étrange. Nous recevions tout à domicile, sauf ce qu'on ne voulait pas me montrer. J'ai ouvert le placard du bureau où nous gardions les papiers importants. Assurance habitation, mutuelle, taxe foncière, le genre de poésie qui soude un couple en France. Et j'ai vu qu'il manquait un classeur, celui des comptes communs et des placements. Pas tous les papiers, juste les plus utiles. Là, j'ai cessé de penser liaison, et j'ai commencé à penser opération. Quand elle est rentrée, j'ai remarqué 2 choses. D'abord, elle avait cette légèreté nerveuse, des gens qui croient avoir avancé d'une case sans être vus. Ensuite, elle m'a demandé si j'avais payé l'échéance du crédit atelier. Question absurde. Je la paie toujours le 3. Nous étions le 7. Elle vérifiait. Elle cartographiait déjà les ruines. J'ai continué à jouer le mari calme. C'est fou ce que l'on obtient quand on devient soudain transparent. Le lendemain, pendant qu'elle prenait sa douche, un autre message est apparu sur son écran. Encore ce luxe vulgaire de ceux qui se croient protégés. Le notaire a confirmé. Quand tu seras libre, on avancera sur Paris. Pas si, pas peut-être. Quand tu seras libre, comme on parle d'un bail ou d'une livraison, pas d'un mariage en train d'agoniser, j'ai noté le numéro, pris une photo avec mon propre téléphone, puis j'ai reposé l'appareil exactement à sa place. Le soir, j'ai retrouvé Maître Ramani avec plus d'éléments. Elle a lu mes notes, m'a écouté sans m'interrompre, puis a joint les mains et a dit « Votre épouse ne prépare pas une sortie sentimentale. Elle prépare une extraction patrimoniale. » J'ai répondu « Charmant. On dirait le titre d'un séminaire de cadres toxiques. » Elle a eu un demi-sourire. Le premier. Puis elle a ajouté « Dans ce cas, il faut aller vite, verrouiller, dater, documenter, et surtout ne pas la prévenir de l'ampleur de ce que vous avez compris. » J'ai approuvé. Mais au fond de moi, quelque chose venait de changer. Jusque-là, j'étais un mari trompé qui refusait d'être humilié. À cet instant précis, je suis devenu autre chose. Un homme qui avait compris qu'on avait dressé contre lui un plan propre, poli, rentable, et qu'il allait désormais répondre avec la seule langue que ces gens respectent vraiment, les conséquences. Le lendemain, Étienne m'a envoyé un simple message. 6 mots, pas un de plus. Tu devrais vérifier le box de confluence. Et j'ai su, avant même d'y aller, que j'allais y trouver bien plus qu'une valise prête à partir. J'allais trouver leur avenir rangé sur étagère, et probablement mon nom rayé dessus, parce que en matière de trahison, les gens prévoyants font toujours une erreur. Ils laissent quelque part un endroit où leur mensonge se croit chez lui.
Le box de Confluence était loué au nom d'une société de service. Évidemment, quand les gens veulent trahir avec élégance, ils ajoutent toujours une couche de paperasse. Ça leur donne l'impression d'être dans une série juridique, alors qu'il reste profondément banal. Je n'ai pas forcé quoi que ce soit. Je me suis contenté d'attendre, de regarder, de noter. Et le hasard, qui adore les gens patients, a fait le reste. Le vendredi suivant, Claire a quitté l'appartement à 14h10 avec des lunettes noires, ridicules, un tote bag vide et cette allure de femme qui croit devenir mystérieuse parce qu'elle marche vite. Je l'ai suivie à distance. Pas comme un détective de supermarché. Non, comme un mari qui a enfin compris que la vérité aime les horaires fixes. Elle a pris le métro, changé à Bellecour, puis un VTC l'a déposé près des docks. 10 minutes plus tard, Stéphane Delmas est arrivé. Costume clair, téléphone collé à l'oreille, l'assurance des hommes qui pensent que leur agenda les absout de tout. Ils sont entrés ensemble dans le bâtiment de stockage. J'ai attendu dehors, un café infect à la main. Puis, j'ai vu sortir un employé avec un diable chargé de carton, sur l'un d'eux, en gros feutre noir. Il y avait écrit « Archives perso ». Sur un autre, « Paris ». Le romantisme a décidément pris un coup de comptabilité. Le soir, j'ai donné les horaires, le lieu, les photos et la chronologie à Maître Ramani. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Puis elle a dit « Bien, maintenant on va cesser de supposer ». Elle a mandaté un commissaire de justice pour constater certains mouvements et verrouiller ce qui pouvait l'être légalement. Puis elle a lancé les premières démarches, opposition sur des transferts douteux, demande de mesures conservatoires, convocation accélérée. En France, tout est lent jusqu'au moment précis où quelqu'un sait quel formulaire utiliser. Pendant ce temps, j'ai continué ma petite comédie domestique. Claire parlait moins, surveillait mes réactions, testait mes limites avec une prudence de chatte de syndic. Un soir, elle a osé me demander si je comptais être raisonnable. J'ai posé ma fourchette et j'ai répondu. Ça dépend, pour toi, raisonnable. C'est quoi, me laisser financer ton déménagement sentimental? Elle a blêmi, mais elle s'est reprise vite. Tu dramatises tout. Cette phrase m'a presque attendri. Les gens qui déplacent de l'argent, des papiers et un PDG appellent toujours ça de la dramatisation quand on regarde enfin dans la bonne direction. Puis, il y a eu le twist que même moi je n'avais pas vu venir. Étienne m'a rappelé un mardi soir. Voix basse, il m'a dit seulement « Ton épouse n'ouvrait pas juste un compte. Elle préparait aussi une structure pour loger de futurs virements. Et Delmas n'en est pas à son premier ménage brisé. » Cette phrase a eu sur moi l'effet d'un verre d'eau glacée. J'avais devant moi non pas un adultère chic, mais une mécanique rodée. Un homme riche. Une femme convaincue qu'elle allait changer de catégorie sociale. Et au milieu, moi, censé signer sans lire. Alors nous avons changé d'échelle. Maître Ramani a ajouté au dossier tout ce qui montrait la dissimulation, la préméditation, la mise en danger de mes intérêts patrimoniaux. De mon côté, j'ai fait quelque chose de très simple et très français. J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller bancaire, mon notaire et même le comptable de l'atelier. Tout le monde a été prévenu avant qu'on tente de me transformer en pigeon décoratif, le jeudi. Claire a compris que quelque chose lui échappait. Elle m'a attendu dans l'entrée, bras croisés. « Tu es allé voir un avocat. » J'ai enlevé ma veste. Calmement. Mieux que ça, plusieurs adultes compétents. Elle a alors lâché le masque. « Tu veux me détruire ?» J'ai souri. Sec. « Non, Claire, je veux simplement empêcher que ton projet me coûte ma maison, mon travail et mon nom. » Elle a voulu répondre, mais son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, et j'ai vu son visage changer. Pas de peur cette fois, de panique. Pure, nue, presque élégante. Elle a murmuré « Ce n'est pas possible ». J'ai su à cet instant qu'un élément venait de bouger du côté de Delmas. Et quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai compris que leur château de verre avait enfin trouvé sa première fissure. Parce que quelqu'un, quelque part, venait de parler. Et ce quelqu'un n'était pas moi. La personne qui avait parlé n'était pas un justicier, ni un ami secret tombé du ciel. C'était beaucoup plus français et beaucoup moins noble. Une ancienne assistante de Delmas,
Licenciée 6 mois plus tôt, avec un solde de tout compte et un mépris parfaitement repassé, elle s'appelait Sonia Vignal. Elle m'a contacté le soir même, depuis une adresse Proton au nom discret. On m'a dit que vous cherchiez à comprendre comment fonctionne Stéphane Delmas. Je peux vous éviter plusieurs illusions. Rien que la formule m'a plu. Les gens utiles n'arrivent jamais avec de grands effets. Ils arrivent avec des pièces jointes. Je l'ai rencontré le lendemain dans un café près de la Part-Dieu. Pas un endroit romanesque. Un de ces lieux où l'on sert des expressos nerveux à des gens qui ont des dossiers plus lourds que leur sac. Sonia avait l'air de quelqu'un qui avait cessé de croire à l'élégance des puissants. Elle m'a regardé 2 secondes, puis elle a dit « Votre femme n'est pas spéciale, elle est juste dans la file d'attente. » J'ai laissé passer la brutalité de la phrase, parce qu'elle sentait la vérité. Elle m'a expliqué que Delmas avait une méthode, toujours la même. Il repérait des femmes mariées, pas forcément malheureuses au départ, mais flattables. Intelligentes, sans être encore cyniques, il les faisait entrer dans son univers. Hôtels, cadeaux, promesses, projets à Paris, puis les poussait à sécuriser leur avenir, comprendre, à sortir de l'argent, préparer leur départ, couper proprement avec la vie d'avant, pendant qu'il restait lui-même soigneusement hors cadre. Il adore les femmes qui confondent ascension et délivrance, a-t-elle ajouté en remuant son café. J'ai répondu « Charmant, un coach de vie avec chauffeur. » Elle m'a presque souri, puis elle m'a montré ce qu'elle avait. Des captures d'écran, des notes internes, des réservations faites sous pseudonyme, des échanges qui ne prouvaient pas tout, mais dessinaient un schéma. Surtout, il y avait un document interne sur une gestion de crise précédente. Une autre histoire étouffée, un autre couple abîmé, un autre arrangement payé pour éviter la lumière. Delmas ne séduisait pas seulement, il nettoyait derrière lui, cher, vite, et avec cette arrogance des gens persuadés que l'argent est une gomme. Quand j'ai remis tout cela à maître Ramani, elle a parcouru les documents en silence, puis a dit « Voilà, maintenant il ne s'agit plus d'un mari blessé contre un amant puissant. Il s'agit d'un homme qui documente un système. Nous avons cessé de viser seulement le divorce. Nous avons préparé la pression latérale. Signalement ciblé, communication maîtrisée. Pas de diffamation, pas de théâtre. Juste des faits qui arrivent au bon endroit, aux bonnes personnes, avec le bon horodatage. Et soudain, le grand Stéphane Delmas a commencé à connaître un inconfort qu'aucun de ses costumes ne pouvait corriger. Un administrateur de son groupe a demandé des explications sur certaines dépenses. Une journaliste économique s'est intéressée à une gestion interne délicate. Et 2 membres du conseil, selon Sonia, ont découvert que leur PDG avait une vie parallèle, plus coûteuse en réputation qu'en hôtel 5 étoiles. Claire, elle, s'est mise à vaciller. Elle a d'abord tenté la colère. Tu fais n'importe quoi. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Puis, la négociation. On peut régler ça proprement. J'ai ri. Franchement, cette fois. Claire, proprement. C'était il y a 6 mois, quand tu pouvais encore choisir de ne pas me prendre pour un imbécile. Elle a alors essayé la dernière carte. La tendresse recyclée, celle qu'on ressort quand le navire prend l'eau. Un soir, elle est venue dans mon atelier, au milieu des odeurs de cire et de chêne. Elle a posé la main sur un établi et a dit, presque doucement, « On peut encore arrêter avant que ça aille trop loin. » Je me souviens très bien de la lumière sur les outils, du silence, du bruit d'un tram au loin, et de cette phrase absurde, « trop loin », comme si elle parlait d'un mauvais week-end, pas d'une trahison organisée. Je l'ai regardé et j'ai répondu. Tu confonds encore la douleur et les conséquences. La douleur, c'était mon problème. Les conséquences, c'est le vôtre. Elle a baissé les yeux, pour la première fois. Je crois qu'elle a compris que je ne reviendrai pas en arrière. Pas par orgueil, pas par vengeance hystérique. Simplement parce que quelque chose en moi avait cessé de négocier. Puis, le vendredi suivant, à 17h12, Maître Ramani m'a appelé. Sa voix était parfaitement calme, ce qui chez elle annonçait toujours une excellente catastrophe. Delmas convoque un conseil exceptionnel demain matin, et votre épouse vient de recevoir une proposition transactionnelle séparée. Je me suis redressé. De l'argent? Elle a répondu. Beaucoup apparemment. Et dans l'urgence. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone quelques secondes.
puis la porte de l'atelier s'est ouverte. Claire était là, pâle, essoufflée, avec une enveloppe dans la main, et j'ai compris avant même qu'elle parle qu'ils venaient enfin d'essayer d'acheter mon silence. Seulement, ils avaient commis une erreur de millionnaire. Ils pensaient encore que j'avais un prix. Claire a posé l'enveloppe sur mon établi, comme on dépose un animal mort, dont on ne veut pas être tenu responsable. Ses doigts tremblaient, mais sa voix essayait encore de sauver les apparences. Stéphane peut arranger les choses, il veut éviter un scandale inutile. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher, puis elle, et j'ai répondu « Ce que vous appelez un scandale, ce sont surtout des faits qui refusent enfin de rester assis. » Elle a fermé les yeux une seconde, épuisée, vieillie d'un coup, puis elle a craqué. Pas en larmes théâtrales, non, en vérité brute, la plus laide, celle qui arrive quand il n'y a plus de stratégie à vendre. Elle m'a avoué que Delmas lui avait promis un appartement à Paris, un poste dans une filiale, une vie à la hauteur de son potentiel, formule délicieuse. Les escrocs sentimentaux parlent toujours comme des recruteurs LinkedIn. Elle avait déplacé de l'argent par étapes, préparé son départ, imaginé que le divorce serait rapide, discret, presque élégant, et que moi, par fatigue ou par fierté, je laisserais faire. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans l'interrompre, puis j'ai ouvert l'enveloppe. Proposition transactionnelle, somme confortable, clause de confidentialité, renonciation croisée, le grand classique du riche pressé. J'ai reposé les feuilles, et j'ai souri. Dis à Stéphane qu'il a passé trop de temps à acheter des gens qui avaient besoin d'argent. Moi, j'avais besoin d'autre chose. De quoi a-t-elle demandé, la voix cassée. De vérité, et qu'elle coûte cher, pour une fois, à la bonne personne. Le lendemain, Delmas a tenu son conseil exceptionnel. Et cette fois, le vernis n'a pas suffi. Entre les éléments internes, les signaux financiers, les témoignages croisés et l'intérêt naissant de la presse économique, il n'était plus un dirigeant offensif, seulement un risque en costume italien. Officiellement, on a parlé de retrait temporaire pour raison de gouvernance. Dans la vraie vie, on lui montrait la porte avec des gants blancs. Sonia me l'a confirmé dans un message bref. Il tombe sans élégance, c'est presque décevant. J'ai répondu « Les gens comme lui ne tombent jamais avec panache, seulement avec frais de sortie. » Claire, elle, a tenté une dernière négociation par l'émotion, dans la cuisine, la même où tout avait commencé. Elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle s'était laissée embarquer, qu'elle ne pensait pas que cela irait si loin. J'ai posé ma tasse, et je l'ai regardée franchement. Tu n'as pas fait une erreur, Claire. Tu as pris une série de décisions. C'est plus sérieux, et beaucoup moins poétique. Le divorce a ensuite suivi sa route, rapide, documenté, propre dans la forme, implacable sur le fond. Grâce au travail de Maître Ramani, les comptes ont été gelés à temps, les manœuvres établies, les tentatives de dissimulation retournées contre leur auteur. Je n'ai pas obtenu un compte de fait judiciaire. Ça n'existe pas. Mais j'ai gardé l'appartement, mon atelier, l'essentiel de ce que j'avais construit, et surtout cette chose rare après une trahison, la sensation de ne pas avoir laissé quelqu'un réécrire ma vie à ma place. Le jour où tout a été signé, Claire m'a attendu devant le cabinet, manteau beige, visage fermé, l'air d'une femme qui venait enfin de comprendre que certaines portes ne se rouvrent pas avec une voix douce. Elle m'a demandé pardon, simplement, sans décor. J'ai presque respecté cet instant. Presque. Puis j'ai répondu. Je ne te déteste plus. C'est déjà beaucoup. Mais le pardon n'est pas un service après-vente. Et je suis parti. 6 mois plus tard, ma vie avait repris une forme nette. Je travaillais davantage à l'atelier. Je déjeunais parfois seul sur la terrasse d'un café de la Croix-Rousse, avec un sandwich trop cher et un calme parfait. J'avais recommencé à dormir sans écouter une clé tournée dans la serrure. Delmas avait disparu des pages utiles, recasé loin, plus bas, plus discret, et Claire, aux dernières nouvelles, vivait dans un 2 pièces quelconque en périphérie, avec assez de silence pour entendre ses choix lui répondre. Moi, je n'avais gagné ni triomphe hollywoodien, ni goût du carnage, seulement quelque chose de plus solide. J'avais compris que la dignité ne consiste pas à pardonner vite pour paraître grand,
Elle consiste parfois à aller jusqu'au bout, froidement, proprement, pour que ceux qui vous ont pris pour une option découvrent enfin que vous étiez la ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Depuis, quand on me demande comment j'ai tenu, je réponds toujours la même chose, avec un sourire. Je n'ai pas cherché la vengeance. C'est trop brouillon. J'ai simplement remis chacun à sa place. Et il se trouve que la justice, quand on la sert froide, a un goût qui reste longtemps en bouche.